Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter de vous présenter le développement piloté par les tests en vous présentant l'approche TDD pour obtenir un code de meilleure qualité et une productivité accrue. On va commencer par faire un point sur les tests manuels pour mettre en exergue les problèmes rencontrés avec ce type de test. Tout d'abord, ils sont fastidieux et très coûteux, vous en conviendrez bien. Souvent sur les projets, on obtient une batterie de tests de non-régression avec des tests manuels qui augmentent de manière très importante. Exécuter l'ensemble de ces cas de test manuels est très compliqué et bien souvent on va exécuter un sous-ensemble seulement de ces tests manuels et on ne pourra pas couvrir l'ensemble des cas de test du projet. On a donc intérêt à automatiser ces tests à un niveau d'abstraction plus bas afin de pouvoir les automatiser et pouvoir les exécuter de manière systématique. On en vient donc aux tests unitaires. Quel est l'intérêt des tests unitaires ? Certaines mauvaises langues diront que l'intérêt de ces tests, c'est de faire plaisir au chef de projet en offrant une jolie couverture de code au client final. Sans mauvais jeu de mots, maintenant, donc, les tests unitaires, leur intérêt principal, c'est qu'ils sont automatisables. Aucune interprétation humaine pour dire si un test est OK ou KO. On verra donc si le test est vert, OK ou KO, rouge, tout simplement. Pas besoin d'avoir une interprétation humaine. On pourra donc les exécuter de manière très fréquente. Ils sont intégrables dans les processus d'intégration continue. On pourra détecter donc au plus tôt les erreurs sur un projet. On aura donc moins de bugs une fois le produit final livré. Les batteries de tests de non-régression en test unitaire vont faciliter la détection des régressions sur des cas d'utilisation précis. Et donc, puisqu'on a confiance dans son code, cela va favoriser un refactoring fréquent. La qualité du code sera donc améliorée au fur et à mesure et on va donc réduire la dette technique d'un projet. Et donc, ils vont faciliter l'entrée également dans le code applicatif d'un nouveau développeur sur un projet. Cela aura valeur d'exemple sur l'utilisation du code qu'ils viennent valider par la suite. Alors, quel est le problème avec ces tests unitaires ? Tout le monde reconnaît leur importance, mais personne ne veut en faire réellement. Vous avez donc dû déjà rencontrer ce problème sur de nombreux projets informatiques. Donc le problème avec les tests unitaires, certains vont répondre de manière insolente que c'est chiant et que ça ne sert à rien. De manière plus concrète, on dira que souvent c'est une contrainte pour le développeur qui n'y voit pas d'avantage. L'écriture de tests unitaires en fonction du code. Le test unitaire est bien souvent écrit après que le code ait été écrit. Le résultat du test est donc biaisé puisque écrit avec un fort a priori sur le code existant. Fait après coup dans le meilleur des cas, ou pas du tout bien souvent. Pourquoi faire un test unitaire d'un code qui fonctionne, semble-t-il ? C'est une perte de temps pour certains. Cela va être coûteux. Le coût en écriture, le coût en maintenance au cours d'un projet. Voilà tant d'arguments qu'on entend bien souvent, et c'est fort dommageable. Alors, comment remédier à ce problème des tests unitaires ? Le but va être de rendre les tests unitaires utiles au développement, de s'appuyer sur les tests unitaires pour le code plutôt que l'inverse. On va donc devoir adopter une approche test first qui est à la base du développement piloté par les tests ou TDD. Donc dans le TDD, nous allons écrire les tests unitaires avant le code permettant leur validation. Cette pratique va être structurante pour un projet informatique. Le code source sera de fait de meilleure qualité, plus facile à modifier puisqu'on aura plus confiance dans son code grâce aux tests qui vont venir nous valider que le code fonctionne toujours correctement. Et on va dire que notre code va répondre parfaitement aux besoins exprimés qui sont couverts dans les cas de test. On aura donc une approche incrémentale qui permettra de faire émerger une meilleure architecture et de meilleures solutions à un problème donné. Donc en pratique, pour mettre en œuvre le TDD, on va commencer par écrire un test. On va vérifier que le test échoue. C'est la phase rouge. Si le test réussit, très bien, on continue, on écrit un nouveau test pour couvrir un nouveau cas d'usage de notre code. Si le test échoue, on doit passer à l'écriture du code de production afin de faire passer ce test. On vérifie que tous les tests passent, les précédents et le nouveau en cours d'écriture. Et si un test échoue, on repasse à la phase de modification du code, le but étant de faire passer notre test et l'ensemble de nos tests à chaque phase du cycle. Une fois que tous les tests passent, on est dans la phase verte et on peut passer au refactoring. On va essayer d'améliorer le code tout en gardant à l'esprit que les tests doivent continuer à fonctionner. On est rassuré une fois le refactoring effectué que notre code fonctionne toujours puisque les tests restent verts et donc OK. Et on continue notre cycle
en écrivant des nouveaux tests pour couvrir l'ensemble des cas d'usage du code de notre projet. Attention, un cycle TDD dure au maximum 10 minutes afin de favoriser des tests unitaires n'étant pas trop larges et gardant bien leur vocation unitaire. Donc en pratique, sur une application, on va prendre un besoin suivant. La gestion des droits d'accès à des écrans pour un utilisateur. Disons qu'il y a une dizaine d'écrans différents, des règles métiers différentes pour l'accès à chacun d'entre eux. Donc pour notre exemple, on va prendre des règles métiers basées sur des droits, consulte process fonctionnal, update process fonctionnal, avec des rôles, le responsable fonctionnel, le concepteur fonctionnel, et 3 cas possibles, accès interdit, lecture ou écriture. Donc l'approche classique serait d'avoir un objet métier user, une map de rôle et une map de droit, d'implémenter ces différentes méthodes pour gérer l'accès et de faire des tests manuels via l'IHM directement pour le résultat. C'est une perte de temps, les tests sont difficilement automatisables et s'il reste du temps, à la fin, on mettra en place des tests unitaires pour faire plaisir à quelqu'un et vérifier que les méthodes d'accès fonctionnent. On aura un prérequis du code existant et on va donc adapter le test au code, ce qui est très néfaste. L'approche TDD est différente. On va élaborer une feuille de route de tests unitaires couvrant les règles métiers. Au moins 4 tests unitaires par règle d'accès, une OK et une non OK pour lecture-écriture. On a donc 4 cas de test. On va démarrer sur la première règle. La règle d'accès à l'écran listing des règles fonctionnelles. En lecture, donc droit, consulte process fonctionnel, rôle concepteur fonctionnel ou responsable fonctionnel, OK, on pourra rentrer en lecture. Avec le droit update process fonctionnel et le rôle responsable fonctionnel, on pourra aller en écriture sur l'écran de listing des règles fonctionnelles. Interdit, tous les autres cas. Donc avec le TDD, on va débuter notre cycle en écrivant un premier test unitaire. Test isListing functional screen OK. On va lancer le test. Si échec, le cas est non couvert. On va donc écrire le code nécessaire au succès du test unitaire et donc à la prise en compte de cette règle de gestion. On relance le test unitaire. Si OK, le cas est couvert. On peut faire une phase de refactoring ou pas, s'il y a besoin. Et ensuite, on lance les tests et poursuit si OK, car aucune régression n'a été constatée. Et on va continuer comme ça, cette approche incrémentale, pour arriver à la solution. Donc, l'approche TDD va permettre de nous dire quand une fonctionnalité est terminée lorsque tous les tests unitaires passent avec succès. Ces tests unitaires couvrant l'ensemble des cas d'utilisation de notre fonctionnalité. On pourra intégrer à l'IHM de manière instantanée, ce qui sera un gain de productivité notable. On pourra faire du refactoring à chaque étape, factorisation du code pour la gestion des droits rôles, batterie de tests nous assurant que ce refactoring ne crée aucune régression. Ce point est essentiel, bien entendu. Et la couverture de code sera maximale pour cette fonctionnalité. Donc, cela dit, une fois que cet exemple est passé, quels sont les avantages du TDD? Donc, il nécessite de bien comprendre le besoin pour écrire les tests unitaires. Ce point est essentiel pour bien comprendre le besoin métier derrière des fonctionnalités. On pourra détecter au plus tôt des problèmes de spécification. Il offrira une excellente couverture de tests. La batterie de tests de non-régression sera importante et pourra être lancée de manière automatique à n'importe quel moment. Il fera plaisir au chef de projet d'avoir une telle batterie de tests à mettre à son client. Bon, cela est accessoire, vous conviendrez. Le code écrit sera plus testable car il a été écrit pour être testé. Il aura un meilleur design et une architecture émergente souvent plus flexible. On pourra faire du refactoring de manière constante à chaque phase du cycle. Le code sera toujours de meilleure qualité et plus simple en évitant la duplication grâce à ces phases de refactoring omniprésentes dans le cycle. Enfin, on aura une meilleure documentation puisque les tests sont une version exécutable des spécifications d'un projet. On va donc gagner en productivité clairement. Quelles sont les difficultés du TDD ? Il n'y a pas de gain de productivité immédiat. Il y a une phase d'apprentissage non négligeable qu'il faut prendre en compte, avec pour difficulté principale la capacité du développeur à élaborer une feuille de route pour une fonctionnalité donnée sous forme de test unitaire, et savoir la remettre en question le cas échéant. Dans un premier temps, cela sera délicat à appliquer pour des tests faisant intervenir des collaborateurs extérieurs, bases de données, web services. Pour cela, on aura plus des tests fonctionnels ou d'intégration. On va donc se limiter aux tests unitaires pour démarrer et faire adopter l'approche par des développeurs sur un projet. Il convient donc, pour terminer, de bien remettre en question ce qu'est un test unitaire à notre sens. C'est une appellation générique pour tous les tests automatisés. Il y a donc une confusion entre TU et test automatisé. Un test automatisé est dit unitaire s'il n'intègre rien d'externe au code, qu'on écrit soi-même ce qui exclut l'IHM, puisqu'il y a des librairies graphiques, du HTML,
les bases de données, l'OS, fichiers horloge et les web services. La priorité est donc mise sur les classes du modèle objet d'une application qui vont contenir les règles métiers pour lesquelles les tests unitaires apportent le plus de valeur ajoutée, et donc les classes de méthodes utilitaires dans un premier temps. En conclusion, on pourra dire que l'utilisation du TDD se trouve particulièrement adaptée pour le modèle objet et les règles métiers associées. Elle offre une couverture de code maximale pour la partie essentielle d'un projet, à savoir les règles métiers, bien entendu. Il y a donc une phase d'apprentissage à prendre en compte pour arriver à transformer une spécification avec des exigences en feuille de route de test unitaire. Cela s'apprend au fur et à mesure et devient de plus en plus simple avec le temps et la pratique du TDD. Cela va offrir un gain de temps et de productivité non négligeable au fur et à mesure de la phase d'apprentissage et de la pratique du TDD. Il ne faut donc pas chercher à pratiquer le TDD au-delà du TU dans un premier temps sur des projets. Cette présentation du TDD est terminée. Je vous invite à tester le TDD avec un kata dédié sur la vidéo apparaissant en haut à droite de votre écran. Cela sera de transformer des nombres au format arabe en nombres au format romain, donc le fameux kata des nombres au format romain. Voilà tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne SORL Mobile Apps si vous appréciez nos présentations et à nous faire vos commentaires si vous désirez de nouveaux tutoriaux.